Les dinosaures étaient de grands animaux, dotés d'une taille et d'une force exceptionnelles. Pourtant, ils ont disparu. La fin de leur règne reste un mystère. Dans le hall d'entrée du musée d'histoire naturelle de New York se tient un impressionnant barosaure. Le barosaure, dont le nom signifie lézard lourd, mesurait 27 mètres de long et 15 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Cet énorme reptile herbivore vivait il y a 150 millions d'années à une époque appelée Jurassique. En ce temps-là, d'épaisses forêts d'arbres géants dont la cime pouvait s'élever jusqu'à 100 mètres couvraient la terre. Les barosaures vivaient dans cette forêt et se nourrissaient de feuilles. Les reptiles n'étaient pas seuls à dépendre des plantes pour leur survie. Toute la chaîne alimentaire partait des végétaux. Et lorsque le monde végétal se transforme, le monde animal est directement affecté. C'est pourquoi l'évolution des plantes a joué un rôle déterminant dans la prolifération puis dans l'extinction des dinosaures. Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu après avoir régné sur le monde pendant 150 millions d'années? Les chercheurs explorent une voie nouvelle qui découle de cette simple constatation. L'évolution des dinosaures en taille et en espèces de plus en plus différenciées se produisait alors que simultanément les plantes subissaient elles-mêmes de grands changements. Cette transformation du monde végétal semble être la clé du mystère qui entoure la grandeur et la décadence des dinosaures. Dans l'histoire de la vie hors de l'eau, l'apparition des plantes a toujours précédé celle des animaux. Il y a environ 400 millions d'années, la végétation a commencé à apparaître sur les rivages de la mer originelle. À cette époque, la vie sur Terre n'était que végétale et aucune créature ne se mouvait sur le sol. Les plantes, au bord de l'eau, se sont mises à pousser. Elles ont grimpé jusqu'à 30 mètres pour former des forêts gigantesques. Pendant ce temps, les amphibiens, ancêtres communs des dinosaures et des mammifères comme l'homme, sont sortis de l'eau pour s'enfoncer dans les forêts qui étaient sur la Terre. 50 millions d'années seulement après avoir planté leurs premières racines dans la Terre, les plantes, de plus en plus luxuriantes, avaient créé le décor dans lequel allaient évoluer les premiers animaux. Ces arbres, qui atteignaient déjà 30 mètres de haut, appartenaient comme les fougères au groupe des ptéridophytes, c'est-à-dire au groupe des plantes qui n'ont ni fleurs, ni fruits, ni graines et qui ne peuvent prospérer qu'en terrain humide. Les ptéridophytes, comme les fougères, se reproduisent grâce à des spores. Pour naître comme pour croître, ces arbres primitifs avaient un besoin vital d'être au bord de l'eau. Il faudra attendre longtemps pour que la végétation pénètre à l'intérieur des terres. L'endroit où vivaient les animaux était étroitement lié à la présence des plantes confinées aux rivages et aux zones humides. Cette région de l'Arizona, Badland, mauvaise terre, est une immense étendue de sable et de rochers. On trouve dans cette terre aride les fossiles de végétaux qui poussaient là quand cette terre était riche en eau. Un arbre géant de près de 20 mètres de long, avec un tronc large de 2 mètres, gît comme un témoignage oublié de ces temps révolus. À la différence des ptéridophytes,
Cet immense arbre était généré par du pollen et des graines. C'est un fossile végétal vieux de 320 millions d'années. Sa graine circulaire est clairement visible. À la différence des spores, les graines peuvent survivre longtemps sur des terres arides. Elles attendent la pluie et se mettent à germer dès qu'elles sont touchées par la première goutte d'eau. Les plantes ont commencé à évoluer vers un type absolument nouveau, celui des gymnospermes, dont les descendants sont aujourd'hui les conifères et les gingos. Les gymnospermes ont créé un cycle de reproduction différent. Ils ont inventé la pollinisation par le vent. Au lieu de voyager dans l'eau, leur pollen se répand dans l'air. Et c'est le vent qui transporte le pollen jusqu'aux ovules qu'il féconde. Les végétaux pouvaient désormais se reproduire sans l'intermédiaire de l'eau. Cette révolution s'est faite il y a 230 millions d'années pendant la période du Trias. À la même époque, des grands mouvements terrestres ont modifié la carte des continents. Le supercontinent appelé Pangée a commencé à se fracturer. La violente activité volcanique qui agitait alors la Terre a fait monter une importante quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, 4 à 8 fois plus importante qu'aujourd'hui. C'était un environnement idéal pour les plantes qui, par l'action du soleil, assimilent le carbone et rejettent l'oxygène. Cet enrichissement de l'atmosphère en carbone et l'apparition simultanée des gymnospermes résistants à la sécheresse ont permis aux forêts géantes de quitter les rivages pour se répandre sur tout le continent. Après l'apparition des gymnospermes, le continent nord-américain ressemblait probablement à cette forêt californienne de séquoias géants. Les conifères montaient déjà à plus de 100 mètres. À mesure que la frondaison s'épaississait, les arbres se développaient vers le haut pour déployer de nouvelles feuilles destinées à capter la lumière solaire. La Terre, qui jusque-là était exposée à la lumière directe du soleil, s'est retrouvée grâce aux arbres recouverte de zones ombragées. Les arbres géants, profondément enracinés, maintenaient une grande humidité, ce qui permettait aux fougères et aux mousses de pousser sur le sol humide des sous-bois. Les premiers herbivores sont apparus dans ces forêts luxuriantes. Les premiers reptiles ont ouvert la voie qui ont conduit aux lézards et aux crocodiles d'aujourd'hui. D'autres se sont recouverts de poils et ont acquis des caractères qui annonçaient les mammifères. C'est parmi ces herbivores qu'apparurent les premiers dinosaures. Cet Heterodontosaurus vivait au Trias il y a 225 millions d'années. Il ne possède pas les dents aiguës des carnivores et on pense qu'il est apparu parmi les premiers dinosaures qui ne se nourrissaient que de plantes. Mais contrairement à l'image la plus répandue des reptiles géants, cette créature ne mesurait que 80 cm de long et 40 cm de haut. Ces petits dinosaures ne pouvaient se nourrir que de fougères et de mousses qui poussaient près du sol. Au-dessus d'eux prospéraient les feuillages denses et épais des arbres géants. C'était un vaste pâturage suspendu qu'aucune créature ne pouvait atteindre. L'augmentation de la taille des dinosaures était donc favorisée puisqu'elle permettait d'accéder au feuillage des arbres. Au terme d'une évolution de 50 millions d'années, les dinosaures sont devenus les plus grands animaux sur la Terre.
Le règne des dinosaures a donc commencé quand les forêts géantes recouvraient la Terre. Le barosaure mesurait 27 mètres de long et 15 mètres de haut quand il se tenait sur ses 4 pattes. Mais on pense qu'il pouvait se dresser sur ses pattes arrière pour élever sa tête encore plus haut. Les gymnospermes de cette période avaient des feuilles beaucoup plus douces que les conifères d'aujourd'hui. En allongeant leur cou, les barosaures dominaient cette nature jusqu'à ces sommets que ne pouvaient pas atteindre les autres animaux. Ces coups très longs n'ont pu se développer qu'à condition de ne pas avoir une tête trop lourde à supporter. Les sauropodes géants avaient une dentition très rudimentaire. Ils disposaient de dents longues, en forme de peignes étroits, mais ne possédaient pas de molaires pour broyer la nourriture. Comparé à leur corps, leur tête disproportionnée était minuscule. Elle n'était pas plus grande que celle d'un cheval actuel, et sa constitution était telle qu'elle ne leur permettait pas de broyer une nourriture coriace. Le secret qui leur permettait d'alimenter leur énorme organisme avec leur faible dentition était leur estomac. Les dinosaures végétariens de la période jurassique avalaient des pierres pour les aider à broyer les végétaux. Les sauropodes ne voulaient pas alourdir leur tête, bien entendu. Les dents auraient pesé très lourd. Si les sauropodes avaient dû mastiquer leur nourriture dans leur bouche, ils auraient eu un problème. Cela les aurait obligés à s'équiper d'une mâchoire munie de nombreuses dents, des dents pesantes. Et cela aurait provoqué un problème d'équilibre avec leur long cou. La solution qu'ils ont trouvée, c'était d'avaler des pierres qui tombaient sûrement dans un gésier, en tout cas dans l'estomac, où les pierres se cognant les unes contre les autres, les aidaient à broyer les végétaux. Les pierres dans leur estomac avaient donc pour rôle de broyer des aliments. Les mâchoires des barosaures ne leur servaient qu'à déchirer les feuilles avant de les avaler. En ne développant pas la charge de leur tête, leur évolution leur a permis d'allonger leur cou. Quelle quantité de nourriture pouvaient consommer ces énormes sauropodes? On ne peut que faire des hypothèses, mais si on se base sur la quantité de nourriture absorbée par une tortue marine géante ou un reptile de grande taille, on peut estimer qu'un seul dinosaure consommait entre 600 kg et 1 tonne de végétaux par jour. Ces dinosaures passaient d'une frondaison à une autre, dévastant les premières forêts. Et les arbres géants qui couvraient le continent entier assouvissaient leur vorace appétit. Vers la fin du Jurassique, le Seismosaurus, le Brontosaure, le Diplodocus, le Brachiosaure et plus de 10 variétés de sauropodes géants dominaient le continent nord-américain. En même temps, cette période a vu apparaître et évoluer une grande diversité de dinosaures carnivores qui attaquaient les herbivores. Les forêts d'arbres géants nourrissaient donc directement les espèces végétariennes et indirectement tous les dinosaures carnivores du Jurassique. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls animaux dont la vie dépendait de celle des plantes. De nombreux insectes jouaient également un rôle important dans l'exploitation de la forêt. Les insectes creusaient des trous dans les feuilles pour en sucer la sève
et manger les grains de pollen dont dépend la reproduction végétale. Les plantes étaient dévorées par une multitude d'animaux végétariens. Les forêts d'arbres géants entretenaient tout l'écosystème jurassique, mais sans en tirer aucun avantage pour eux-mêmes. Pourtant, alors même que les dinosaures de plus en plus grands continuaient à régner, les végétaux ont fait un nouveau pas dans leur évolution. Nous sommes à Westwater, dans l'Utah. Les plantes fossiles, d'un type totalement révolutionnaire à l'époque, ont été retrouvées ici en grande quantité. Ni ptéridophytes comme les fougères, ni gymnospermes comme les pins, la nouvelle forme a des feuilles ovales. Ce nouveau groupe de plantes a réussi une importante percée évolutive qui a bouleversé le monde végétal. Le docteur Peter Crane, biologiste au musée d'histoire naturelle de Chicago's Field, a voulu étudier cette révolution à partir de traces laissées sur les rochers. Les pierres sont lavées dans l'eau à plusieurs reprises. Elles sont ensuite graduellement dissoutes dans un acide léger qui sépare la roche du fossile végétal. Cette plante ne mesure qu'1 millimètre, mais elle a généré une fleur en forme de tulipe. La naissance des plantes à fleurs a été une véritable révolution dans le monde végétal. Au début du printemps, au Japon, les magnolias fleurissent juste avant les cerisiers. La toute première fleur était sans doute l'ancêtre de ces magnolias. En regardant à l'intérieur de la feuille, on aperçoit un minuscule coléoptère doré qui vient tout juste de naître de sa larve. Le docteur Crane pense que l'ancêtre de ce coléoptère a été utilisé dans la reproduction des plantes à fleurs. Les grains de pollen de la fleur tombaient sur le sol de la forêt comme de la neige. Ces précieuses promesses de vie étaient la nourriture favorite des insectes comme les coléoptères. Un jour, probablement, un peu de pollen est resté sur les pattes d'un coléoptère qui venait juste de finir son repas. C'est ainsi qu'il a été transporté jusqu'à une autre fleur dont la forme et la couleur ont attiré l'insecte en quête de nourriture. La création d'une vie végétale grâce à l'intervention d'un insecte fut le premier apport animal au monde des plantes. Jusque-là, les végétaux ne faisaient que nourrir les autres créatures sans aucune contrepartie. À ce moment précis, une nouvelle stratégie a été mise en place qui a bouleversé le monde des plantes. La forme et la structure des grains de pollen ont évolué pour permettre à une plus grande quantité de pollen de s'accrocher aux insectes. Utiliser les insectes pour le transport des cellules reproductrices était bien plus fiable que de s'en remettre aux caprices du vent.
Les plantes, dont la reproduction dépendait de la dispersion dans l'air de grandes quantités de pollen, ont commencé à donner des couleurs flamboyantes aux feuilles qui entouraient leurs étamines. Elles ont rivalisé d'inventions pour séduire les insectes. C'est de cette coquetterie vitale que sont nées les plantes à fleurs ou angiospermes. Après n'avoir été que les pourvoyeuses en nourriture pour les animaux, les plantes, en se dotant de fleurs, ont créé avec les insectes une relation de partenariat. Les plantes à fleurs surgies de cette association s'assuraient un avantage sur les autres types de végétaux. Les angiospermes sont spectaculaires, mais surtout elles réussissent extrêmement bien. À quoi doivent-elles ce grand succès? Il y a plusieurs raisons à cela. La fleur, la transformation biologique de la reproduction, l'interaction avec le monde des insectes sont des raisons importantes de cette réussite. Mais une des raisons est tout simplement la vitesse de leur cycle de reproduction. Les angiospermes poussent plus vite, elles atteignent leur maturité plus rapidement. Les gymnospermes, comme les cèdres et les pins, étaient parvenus à coloniser des terres arides en adoptant la pollinisation par le vent. Mais lorsque le pollen atteignait l'ovule, il fallait encore attendre entre 6 mois et 1 an pour que s'achève le processus de reproduction. Les nouvelles plantes, sur lesquelles s'épanouissaient des fleurs, ont fait un progrès formidable dans ce domaine. Lorsque les grains de pollen atteignent le pistil, ils germent. Et on voit se développer les tubes polliniques. La fertilisation à laquelle nous assistons ici ne dure pas plus de 3 minutes après l'arrivée du pollen. Les plus lentes peuvent durer 24 heures. Dans un coin de la forêt géante, habitée par les dinosaures, les plantes à fleurs et les insectes ont évolué ensemble en s'aidant mutuellement. Bientôt, les plantes à fleurs se sont mises à produire du nectar, une récompense encore plus attirante que le pollen. Alors, de nouveaux insectes suceurs de nectar, comme les abeilles et les papillons, ont pu proliférer. Cette plante s'apparente au gingembre. Seul un certain type d'abeille, dont la langue est longue, est capable d'ouvrir ses pétales. Quand l'abeille pénètre dans la fleur, le pollen se colle à sa tête. C'est ainsi que le pollen voyagera vers d'autres fleurs. En retour, cette abeille est la seule à pouvoir profiter du nectar de cette plante qui reste impénétrable aux autres butineurs. Ainsi, s'établit une curieuse relation de service réciproque entre une plante à fleurs et une espèce d'insecte. Avec la naissance des plantes à fleurs, les espèces d'insectes se sont multipliées à un taux extraordinaire. La même explosion s'est produite dans la diversification des espèces de plantes à fleurs qui ont rivalisé de créativité pour adopter les tailles et les formes les plus diverses dans le seul but d'attirer les insectes. Au début du Crétacé, les plantes à fleurs sont nées sur le continent nord-américain autour de l'équateur. Elles se sont reproduites rapidement et se sont mises à dominer les régions tropicales en repoussant les gymnospermes, c'est-à-dire les conifères, vers le nord. Les énormes dinosaures dépendaient des forêts de gymnospermes géants. Mais tandis que les plantes à fleurs se multipliaient et se répandaient, les forêts géantes ont commencé à diminuer. Les dinosaures étaient-ils capables de changer d'alimentation pour passer des gymnospermes aux angiospermes? Les plantes ne peuvent pas évoluer sans affecter les animaux dont elles sont la nourriture.
Le docteur Carl G. Niklas, biologiste de Cornell Université, a étudié la diversification puis le déclin des espèces d'animaux en relation avec l'évolution des plantes. Il a collectionné plus de 18 000 spécimens de végétaux fossiles ramassés dans toutes les régions du monde et couvrant la période qui va de la première apparition des plantes terrestres jusqu'à la fin de l'ère des dinosaures. Ces fossiles de plantes racontent l'aventure de leur arrivée sur Terre, de l'accroissement de leur taille et de leur expansion vers des terres arides. D'autres fossiles racontent l'histoire des animaux qui semblent évoluer sur la piste des plantes. Le docteur Niklas pense que les bouleversements majeurs dans la végétation pouvaient mettre en péril l'existence même des animaux. Les gymnospermes, par leur nature même, poussent plus lentement et prennent plus de temps pour se reproduire. Elles ont sûrement occupé des milieux écologiquement stables. C'est sûrement dans ces endroits que les dinosaures s'étaient également le mieux adaptés. Mais avec la transformation de la flore, les angiospermes avaient commencé à envahir les forêts et les prairies. Les dinosaures ont eu du mal à se procurer leur nourriture de base, qui disparaissait petit à petit. La transformation du monde végétal a certainement joué un rôle fondamental dans la disparition des dinosaures. Pour le docteur Niklas, les grands dinosaures, nés dans les forêts géantes où ils avaient évolué pour s'adapter aux transformations des gymnospermes, étaient incapables de se nourrir des nouvelles plantes à fleurs qui se sont mises à pousser autour d'eux. Les forêts géantes, qui étaient leur pâturage, diminuant, les dinosaures dont l'appétit nécessitait d'énormes quantités de feuilles souffrirent probablement d'un manque de nourriture. Le docteur Niklas a constaté que les conifères ont commencé à se munir de feuilles plus résistantes et les dinosaures ont eu beaucoup de difficultés à les arracher avec leurs faibles mâchoires. Le déclin des grands dinosaures a coïncidé avec la régression des forêts géantes. Le barosaure, qui régnait sur le continent nord-américain, a totalement disparu il y a 130 millions d'années. Pendant la période jurassique, il existait plus de 10 espèces de grands dinosaures sur le continent nord-américain. Mais au Crétacé, quand les plantes à fleurs ont commencé leur spectaculaire conquête du paysage, toutes les espèces, sauf une, avaient disparu. Le paradis des dinosaures géants du Jurassique était déjà un paradis perdu. North Slope en Alaska. C'est la région polaire la plus méridionale de l'Amérique du Nord. Enfouie sous la neige 10 mois par an. Vers la fin de l'année, le docteur Ralph Itagart et son équipe de l'Université du Michigan sont arrivés à North Slope. Les sédiments de cette région proviennent de périodes postérieures à la naissance des angiospermes. La température moyenne annuelle qui régnait ici était de l'ordre de 7 degrés. L'hiver était sombre et rude, avec des températures avoisinant 0. Dans cette région froide, on a retrouvé des quantités de dinosaures fossiles. Cette découverte a bouleversé l'idée répandue selon laquelle les dinosaures n'habitaient que des régions chaudes. Le but de la recherche du docteur Taggart est de comprendre pourquoi des dinosaures ont vécu dans un endroit aussi froid. Regarde ça, c'est une autre vertèbre. C'est vraiment étonnant. Au cours de ce dernier voyage, ils ont découvert d'innombrables fossiles, des morceaux de pâte.
Le dinosaure découvert en Alaska était végétarien. On l'a nommé Edmontosaurus. Des fossiles d'Edmontosaurus ont été découverts dans différents sites en Amérique du Nord. C'est un de ces hadrosaures apparus à peu près au milieu du Crétacé. C'était un nouveau type de dinosaure herbivore qui semblait appelé à remplacer les sauropodes de plus grande taille comme le barosaure. Avec un corps long de 13 mètres, il était beaucoup plus petit que le barosaure. Pourquoi ce troupeau d'Edmontosaurus a-t-il été découvert dans un endroit froid comme l'Alaska et non pas dans des régions plus chaudes? L'attention du docteur Taggart a été attirée par les plantes fossiles trouvées dans la même couche sédimentaire. Oh, regardez ça, des aiguilles de conifères, éparpillées sur le rocher. Il n'y a pas de feuilles du tout, seulement les aiguilles. Non, aucune feuille large. Regarde ces aiguilles, c'est vraiment étonnant. Il y en a des milliers. Il y a dû y avoir de formidables forêts de conifères. Plus de 90% des plantes fossiles découvertes dans ces sédiments étaient des conifères, comme le Metasequoia. En d'autres termes, c'étaient presque toutes des gymnospermes. L'Edmontosaurus se nourrissait donc apparemment de gymnospermes. La végétation s'est transformée, mais si les dinosaures ont eu des problèmes, en ce qui concerne les edmontosaures, ces problèmes n'étaient certainement pas liés à la nourriture. Les angiospermes apparus pendant le Crétacé dans les régions équatoriales chaudes se sont répandus rapidement. Leur prolifération a repoussé vers le nord les gymnospermes, surtout les conifères. Selon le docteur Taggart, l'Edmontosaurus a renoncé au climat tempéré. Il a émigré vers le nord en quête de conifères. L'Edmontosaurus, découvert dans les terres glacées de l'Alaska, a peut-être, tout comme les conifères, été chassé des régions plus clémentes par l'expansion des plantes à fleurs. Nous oublions que les mammifères, aujourd'hui, ne se nourrissent pas d'aiguilles de conifères. Mais nous rejetons l'idée répandue selon laquelle les dinosaures, qui mangeaient des conifères depuis des temps reculés, se seraient soudain mis à manger des angiospermes. Il est certes difficile de dire ce que cet animal pouvait manger. Mais quand j'ai commencé à réfléchir à la relation entre les plantes et les dinosaures, je reconnais qu'il existait la possibilité qu'en fin de compte, certains types de dinosaures ne se soient pas éteints. L'un des types qui n'aurait pas disparu serait l'hadrosaure, très nombreux au Crétacé. Dans un sens, on peut dire que les dinosaures se sont trouvés piégés en plein milieu d'une révolution biologique, une révolution dans le monde des plantes. Leur disparition découle de cette relation de cause à effet. Nous sommes à Drumheller, dans l'Alberta, au Canada. Dans cet étrange paysage de sable et de rochers, on a découvert des fossiles datant de la fin de l'ère des dinosaures. La rivière du Cerf Rouge qui coule dans cette région est surnommée fleuve du temps parce qu'elle est entourée de sédiments qui datent des 100 derniers millions d'années de l'âge des dinosaures. Dans son cours supérieur, des fossiles de dinosaures herbivores d'un type nouveau ont été découverts. Ce dinosaure, appelé Tricératops, qui signifie à trois cornes, était l'un des cératopsiens ou dinosaures à cornes, l'espèce la plus nombreuse au Crétacé supérieur. Le Tricératops mesurait 9 mètres de long et à peu près 2 mètres de haut. Quand il baissait la tête, il ressemblait à un rhinocéros. Le Tricératops se nourrissait-il de plantes à fleurs? D'après ce que nous savons de ce groupe d'animaux, ils étaient relativement petits. Ils se déplaçaient en vastes troupeaux très semblables à notre bétail.
Tout ce que nous voyons suggère qu'ils se nourrissaient de végétation au ras du sol. Vers la fin du Mésozoïque, durant la période du Crétacé, cette végétation devait être des angiospermes, des plantes à fleurs. Les cératopsiens mangeaient, mangeaient et mangeaient tout en se déplaçant sur leur territoire, épuisant toute la végétation au cours de leur déplacement. La plupart des fossiles de Tricératops ont été découverts dans les régions plus chaudes où les angiospermes proliféraient. C'est pour cette raison que le Tricératops a réussi à s'adapter aux angiospermes. Parmi tous les dinosaures qui ont continué à trouver leur subsistance dans les conifères, un seul s'est montré capable de se nourrir de plantes à fleurs. Pendant que les tricératops prospéraient, les angiospermes avaient commencé à attirer d'autres partenaires que les insectes. Peut-être qu'une nuit, au Crétacé, au pied des tricératops endormis, les mammifères, nos ancêtres, ont commencé à s'activer. Les premiers mammifères avaient à peu près la taille d'une souris. Nos ancêtres mammifères n'avaient pas le beau rôle dans la grande saga de l'évolution. Ils ne se déplaçaient que la nuit pour éviter d'être mangés par les dinosaures. Jusqu'à cette époque, presque tous les mammifères s'étaient nourris d'insectes. Mais ces petits mammifères allaient devenir les nouveaux partenaires des plantes à fleurs. Le docteur Van Baren de l'université de Chicago étudie les mammifères qui vivaient à l'époque des dinosaures. Le docteur Baren s'intéresse tout particulièrement aux petites dents de mammifères trouvées dans les fossiles. Voici des dents de mammifères du Trias qui se nourrissaient d'insectes. Des dents étroites, en forme d'ongles, plantées plutôt loin les unes des autres. Et voici des dents de mammifères de la fin du Crétacé. Les dents sont devenues plus courtes, elles poussent plus près les unes des autres. Étant donné la prolifération des angiospermes, les petits mammifères en mangeaient certainement, parce qu'ils en trouvaient partout. Et ils pouvaient ainsi disperser les fruits des angiospermes. C'est le début de l'été sur la péninsule de Noké à Hokkaido, l'île la plus méridionale du Japon. Les buissons d'églantiers sont en pleine floraison. Le fruit commence à se former à partir de la fleur. L'églantier est lui aussi une plante du groupe des angiospermes. Les angiospermes avaient adopté une méthode efficace pour produire leurs graines en s'associant aux insectes. Elles ont continué dans cette voie. Elles ont attiré ceux qui allaient transporter ces graines en leur offrant une nouvelle récompense, un fruit délicieux. Les animaux qui ont mordu à ce fruit sucré sont les mammifères qui crachent les graines en mangeant le fruit ou bien les avalent et les rejettent plus tard dans leurs excréments. Les graines peuvent alors germer loin de la plante mère. C'est ainsi que les plantes immobiles sont parvenues à étendre leur royaume. Le fruit était un excellent aliment pour les mammifères. Il leur apportait des éléments nutritifs sans les obliger à dépenser autant d'énergie que lorsqu'ils chassaient les insectes.
Le docteur Yumoto, de l'université de Kobe, fait des recherches sur le terrain, surtout en Asie du Sud-Est et en Afrique. Il étudie l'interaction entre les plantes et les animaux. Le docteur Yumoto s'est particulièrement intéressé à la relation entre les plantes à fleurs et les mammifères dans les forêts tropicales humides. Voici un petit fruit qui semble avoir été créé pour de petits mammifères comme l'écureuil. Voilà des fruits plus gros, bien adaptés aux chimpanzés et aux autres espèces de singes. Les fruits offrent une grande variété de formes et de tailles. Il y a eu entre les plantes à fleurs et le mammifère des relations privilégiées avec le fruit comme moyen d'échange. Ce fruit géant, de la taille d'un ballon de rugby, était plus spécialement destiné aux éléphants. Alors, peut-on en déduire que les plantes à fleurs avaient aussi produit un fruit adapté aux dinosaures herbivores? Si les dinosaures avaient su vivre en symbiose avec les plantes, en répandant leurs graines et en contribuant à leur cycle de reproduction, les plantes auraient certainement fait un effort d'adaptation pour produire des fruits plus gros, afin que leurs graines soient plus efficacement dispersées par les dinosaures. Mais rien n'indique qu'il y ait eu une relation de ce type entre le monde des dinosaures et le monde des plantes. Tandis que les angiospermes établissaient des relations intimes avec les mammifères ou le monde des insectes, d'où l'apparition du pollen, il est fort probable que les dinosaures se soient mis hors jeu et qu'ils aient perdu pied dans le système écologique. Le tricératops, qui mangeait et assimilait tout sans rien laisser, ne faisait sans doute rien d'autre que de détruire les plantes. Pendant ce temps, les mammifères établissaient avec elles une étroite relation symbiotique dont les deux partenaires tiraient bénéfice. Le fleuve du temps raconte le destin du tricératops, qui ne pouvait continuer à piller les plantes sans lui donner aucune contrepartie. C'était il y a 75 millions d'années. 8 espèces de cératopsiens, le groupe des tricératops, vivaient ici dans cette région. Mais 10 millions d'années plus tard, il ne restait plus que 2 espèces. En revanche, pendant cette même période, les mammifères, parce qu'ils avaient passé un pacte avec leur milieu écologique, sont passés de 10 à 20 espèces. Les dinosaures ont dominé pendant 150 millions d'années. Mais il y a 65 millions d'années, sur le continent nord-américain, il en subsistait déjà beaucoup moins. À la même époque, une catastrophe cosmique leur a peut-être porté le coup fatal. Un énorme astéroïde d'une taille d'au moins 10 km de large se serait écrasé sur la Terre il y a de cela 65 millions d'années. L'impact a soulevé un terrible nuage de poussière qui est monté dans la stratosphère et qui a enveloppé la planète tout entière. La collision entre la Terre et l'astéroïde avait plongé notre monde dans une interminable nuit d'hiver. La lumière du soleil n'arrivait plus sur la Terre. C'est ce qui aurait rayé les dinosaures à tout jamais de la surface de la Terre. Nos ancêtres mammifères, qui étaient petits, ont réussi à traverser cette ère de ténèbres.
l'énorme nuage de poussière a fini par retomber et le soleil est apparu. Les mammifères avaient survécu. C'est un constat. Alors que les dinosaures avaient tous disparu, nos ancêtres mammifères qui avaient fait alliance avec les plantes à fleurs ont survécu. De ce fait, ils étaient toujours là quand la Terre est entrée dans un nouvel âge. Après la disparition des dinosaures, les mammifères se sont mis à évoluer très rapidement. Les plantes à fleurs se sont mises à produire des fruits d'une grande diversité. Et dans le même temps, les ancêtres des premiers singes apparurent. Les primates qui conduiraient à l'homme étaient nés. La naissance de l'homme remonte au contrat passé avec les plantes à fleurs au temps des dinosaures. Mais on ne sait pas tout sur la disparition des dinosaures. Les fossiles trouvés en Amérique du Nord prouvent bien que les plantes à fleurs, les insectes et les mammifères, parce qu'ils vivaient en harmonie, ont prospéré alors que les dinosaures avides se sont éteints. Il se peut que les dinosaures n'aient pas réussi à trouver leur place dans le nouvel équilibre écologique créé par le partenariat des plantes à fleurs avec les mammifères et les insectes. Les plantes sont absolument essentielles à la survie des animaux. Tous les animaux, directement ou indirectement, se nourrissent de plantes. Ainsi donc, les plantes sont la fondation même de la chaîne alimentaire. D'autre part, les plantes recyclent l'atmosphère par un processus biochimique. Elles assimilent le gaz carbonique et rejettent l'oxygène que les animaux respirent. Sans les plantes, la vie sur Terre telle que nous la connaissons n'existerait pas. Vues de l'extérieur, les plantes ont l'air bien tranquilles au soleil. Mais à l'intérieur, leurs cellules sont en pleine activité. En utilisant la lumière du soleil, elles produisent par photosynthèse la base de notre nourriture. Ce système remarquable, que même les technologies les plus avancées ne parviennent pas à reproduire, permet à tous les animaux de vivre depuis 400 millions d'années. Le devenir des mammifères a toujours été étroitement dépendant de l'évolution des plantes. Notre planète a vu disparaître les dinosaures parce que ces derniers n'ont pas su préserver leur environnement. C'est la leçon à retenir.